La parole à Michel Zigone et on vous propose d'avoir des questions-réponses après son intervention autour de ces deux présentations. Voilà, donc Michel qui nous parlera de la recherche, développement en Russie, réforme, innovation et corruption. Bon, donc pour ma part, je vais continuer à présenter en fait l'ensemble des réformes qui ont été adoptées par le gouvernement russe, qui montrent bien en fait quand même le fort investissement de ce pays à justement la prise de conscience et le fort investissement quand même pour essayer de développer justement une recherche et développement et une imbrication entre la recherche et le monde de l'entreprise beaucoup plus forte qu'elle n'était jusqu'alors. Allons-y. Donc, alors d'abord, bien sûr, je voudrais remercier les deux co-auteurs, Eric Brunat qui est ici présent et Valéria qui est partie là, il y a quelques minutes. Donc, avec lesquels on a travaillé, ça fait quand même plus d'un an qu'on travaille sur cette affaire, et on a donc deux articles, vous les avez, je crois, dans les papiers. Voilà. Alors, les priorités, donc, ce transparent-là, c'est ce qu'il a passé. Hein, donc, je ne vais pas résumer, simplement pour vous dire, je ne vais vous parler pas de tout, mais un petit peu d'un certain nombre de choses. Je vais vous parler des zones d'économie spéciale, des ZES, des technoparcs, et surtout je vais développer sur la cité d'innovation Skolkovo. Ça, il en a suffisamment parlé, c'est pas la peine. Il faut peut-être quand même dire que les plateformes technologiques, c'est un truc qui est beaucoup plus local que on peut tout de suite commencer par ça, comme ça j'en aurai fini. Ça marche très très bien. C'est local et ça développe toute la région. Il y a des tas de villes où ce rapprochement se fait et où ça marche bien. C'est surtout ce qui est intéressant, c'est que c'est à la demande des entrepreneurs qu'on fait des recherches. Donc il y a une interaction entre le monde des entreprises qui demande qu'on fasse une recherche à destination d'applications, bien entendu, et un endroit où on trouve des chercheurs pour faire ces recherches. Et puis, attends, on relève la dernière phrase là. Oui, incubateur, etc. Donc ça, c'est comme chez nous. Il y en a aussi plein qui se sont créés. Plus c'est petit, je dirais small is beautiful, et ça marche bien quand c'est petit. Hein. Donc, alors par contre, les grosses structures, c'est là où on voit des problèmes. Enfin, voilà, alors vas-y, continue. Alors ça montre la carte de l'installation des zones d'économie spéciale dans l'ensemble du territoire de la fédération. Il y a 4 couleurs. Hein. Donc les marrons, c'est les zones industrielles et de production. Ensuite, vous avez les jaunes qui sont les zones technologiques et d'innovation. Ensuite, les zones pour le tourisme. Et enfin, en violet, les zones portuaires. Donc vous voyez, c'est réparti un peu partout. Bien sûr, le centre de Moscou, il y en a quand même pas mal. Mais remarquez, donc la zone de développement du Caucase, là, où il y a quand même 6 zones qui sont prévues, qui correspondent en fait au développement de l'aménagement de la montagne. Et donc, d'ailleurs, j'en profite pour faire de la pub moi aussi. Nous aurons le 9 avril prochain un exposé sur l'aménagement de la montagne et l'application de la France et de notre région en particulier en Russie, Sochi et tous les projets qui ont lieu en Asie centrale et dans le développement donc, de ces zones-là, justement. Hein, l'Altaï aussi, etc. Donc ça c'est assez intéressant, donc ça concerne, je dirais, les aménagements touristiques en général. Et puis, donc passons là maintenant, je vais développer un peu plus sur les zones économiques spéciales. Il y a donc 4 types de zones. Alors, en 2013, il y avait 25 zones sur tout le territoire de la fédération, classées par type d'activité. Hein. Alors ces zones, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où la législation est plus favorable pour les entrepreneurs. Il y a simplification de la législation fiscale, simplification des droits de douane, abaissement des barrières administratives et des taxes. Donc c'est vrai que c'est intéressant, effectivement. Donc il y a donc premièrement des zones d'innovation. Ça a été créé là où sont implantés des grands centres de recherche scientifique. Donc il y en a 4, Zelenograd à Moscou, Dubna à la région de Moscou, Saint-Pétersbourg et Tomsk. Les zones de production industrielle, donc là c'est plus, ça concerne plus les zones industrielles du pays, et là donc là où il y a des matières premières et une main-d'œuvre qualifiée, et des accès faciles aux infrastructures de transport. Donc là il y en a aussi 4.
Alors, il y en a une au Tatarstan, il y en a une à Litevsk, région de Litevsk, les régions de Samara. Samara Tolgati, c'est là où il y a les principales usines de construction automobile. Et la région de Sverdlovsk, donc c'est Yekaterinbourg. Et là, donc, ça marche très bien. La Titanium Valley, ça marche très bien. Yekaterinbourg et sa région constituent une zone d'activité économique très forte, hein, fort développement. Passe à la suivante, s'il te plaît. Les zones touristiques et de loisirs. Donc là, c'est là où on espère pouvoir effectivement développer, je dirais, cette activité. Alors, je dirais que là, le secteur est encore largement sous-exploité, et disons que là, il y a un investissement qui commence, qui a commencé avec les Jeux de Sochi, mais aussi ça s'implantera dans d'autres endroits, bien entendu. Et là, donc, on en a 14. Hein. Alors là, je les ai énumérés, hein, Stavropol, Kaliningrad, Irkoutsk, la Bouriatie, la République de l'Altaï, les territoires de l'Altaï, Primorié, donc ça c'est vers Vladivostok, Caucase du Nord. Alors là, il y en a 6 hein, dans le Caucase du Nord, vous voyez. Et puis Vladivostok, voilà. Zone portuaire, là, donc ça concerne à la fois les ports en tant que ports maritimes, mais aussi les ports, je dirais, les gros aéroports. Hein. Donc là, il y en a 2, c'est l'oblast de Mourmansk et la région de Ulanovsk pour l'aéroport, et la région de Khabarovsk, ça en fait 3, pardon. Voilà. Donc ça, c'est pour les zones d'économie spéciale. S'il te plaît, les technoparcs maintenant. Donc ça, c'est la deuxième, je dirais, création qui a été faite. Là, ça, c'est des endroits où sont rassemblés des entreprises et des organismes de recherche, des universités, mais aussi tous les services nécessaires à leur bon fonctionnement. Incubateurs, centres d'affaires, salons d'exposition, services juridiques et bancaires, services de protection de la propriété intellectuelle, réseaux de transport, lotissement, gardiennage, etc. Donc, si vous voulez, c'est local, ça se décide par, je dirais, une demande d'abord locale et soutenue par le gouvernement, mais ça reste quand même une structure très dépendante, je dirais, des régions. Hein. Donc ça, c'est important à voir. Donc chaque technoparc a sa propre spécificité, tous bénéficient des mêmes structures juridiques et bancaires. Donc ça, il y a une espèce d'unité sur tout le pays qui a été organisée de ce point de vue-là, et donc des mêmes services. Hein. Alors, il faut savoir que ces territoires, je dirais, peuvent se créer aussi bien au sein d'une zone d'économie spéciale, mais ce n'est pas obligatoire, elles peuvent être externes aussi. Hein. Donc, les régions décident de leur création et les technoparcs ne bénéficient d'aucun régime fiscal spécial. Donc c'est bien que ça soit dans une zone d'économie spéciale, c'est sûr, parce que du coup, quand c'est les deux à la fois, donc c'est sûr que là, les entreprises sont particulièrement favorisées. Voilà. Mais l'intérêt, c'est que il y a une aide financière du gouvernement pour soutenir ces technoparcs. Donc ça permet en fait à des entreprises de se développer avec un soutien du gouvernement et de la région d'ailleurs, parce qu'il y a les deux qui financent, et qui permet un développement plus rapide. Voilà. La suivante, voilà. Alors, les premiers technoparcs, ça a commencé en 88, donc vous voyez, c'était encore avant la transition hein, politique, et donc Tomsk, Zelenograd, Moscou, alors ça a été fait sur le territoire de l'université Lomonosov. En 2013, il y en a 88, répartis sur tout le territoire, et l'un des plus réputés, parce que je crois que c'est celui qui marche le mieux, c'est celui de Novosibirsk, Akadiem Gorodok. Là, il y a un technoparc qui est tout à fait exemplaire. Hein. Jusqu'en 2011, donc, il y a 170 millions d'euros environ qui ont été investis par le gouvernement dans ces technoparcs. Les régions ont contribué pour plus encore, pour 208 millions d'euros, et les investisseurs pour seulement 100 millions d'euros. Donc vous voyez, il y a quand même un ensemble, je dirais, à l'occidental, là, il y a quand même une économie un peu plus équilibrée. Hein, voilà. Suivante, s'il te plaît. Alors, maintenant, je vais vous parler des cités de l'innovation. Donc ça, c'est la dernière création. En fait, c'est le discours de Medvedev, que tu as cité, quand il a voulu effectivement pousser, d'avoir un exemple un peu comme il s'est inspiré de la Silicon Valley américaine, et il a dit il faut absolument créer de telles zones, et donc il faut favoriser un tel endroit, et c'est ce qu'ils ont appelé des cités d'innovation. Alors il y en a deux
Skolkovo est déjà existante et Innopolis Kazan est en cours de démarche, en cours de travaux en fait. Donc je ne vais parler que de la première parce que celle-là elle existe, elle est décidée mais elle est encore, je dirais, sous forme de chantier. Donc voilà. Alors, ça a été créé en novembre 2009 à l'ouest de Moscou sous l'impulsion donc du président, l'ancien président Medvedev. Alors, le centre de recherche pour les nouvelles technologies Skolkovo, il est structuré, donc je parle là de celui de Moscou, il est structuré en 5 pôles, clusters, comme on dit en anglais, 5 pôles sectoriels prioritaires, l'efficacité énergétique, les technologies de l'information et de la communication, la biomédecine, le nucléaire, les matériaux, la micro et les nanotechnologies, l'aéronautique et l'espace. La cité doit consacrer toutes ses activités à l'innovation. La suivante, s'il te plaît. Donc, ça a été construit sur 400 hectares, ex nihilo, donc à partir de rien. Ça fait, donc, il y a une surface de 1 316 000 m² de bâtiments. 2 milliards d'euros environ, ils seront injectés jusqu'à cette année. On attend 30 000 résidents et 20 000 visiteurs. Et les fonds sont publics et privés et sont gérés par une fondation qui s'appelle bien sûr Fondation Skolkovo. La cité est dotée d'une ZES, donc d'une zone d'économie spéciale, et d'un technoparc. Donc ça a toutes les facilités pour gérer les entreprises. Et en son sein, on trouve un Quantum Center qui fait des recherches sur l'optique quantique, les matériaux et les nouvelles technologies, ordinateurs quantiques en particulier. Continuons, voilà. Alors, les entreprises ont bien sûr un rôle à jouer dans cette affaire, et vous avez 3 niveaux de participation pour les entrepreneurs à Skolkovo. Vous pouvez être un investisseur, donc pour être agréé, alors il y a un comité d'agrément, donc on présente sa candidature et on est agréé ou pas. Donc, les investisseurs doivent être disposés de fonds disponibles, posséder une expérience dans l'une ou plusieurs des thématiques des 5 clusters. Ils doivent être capables d'un investissement d'au moins 15 millions d'euros sur 3 ans. Donc, c'est pas n'importe qui va là, c'est sûr. Et à ce jour, il y a 52 fonds russes et étrangers de capital risque qui ont signé un accord avec Skolkovo. Ensuite, vous avez la catégorie des innovateurs. Donc là, en général, c'est plus réduit. Il s'agit d'entreprises qui proposent des innovations technologiques, scientifiques ou économiques et sociales dans les domaines des clusters. Lorsqu'elles sont agréées, elles peuvent bénéficier de subventions pour mettre en œuvre leurs projets. Donc ça, c'est assez intéressant parce que là, vous voyez, en avril 2014, donc il y a un an, alors ça, le chiffre, ça a été indiqué par... l'année dernière, on a eu une conférence de présentation sur Skolkovo et c'est un des responsables de Skolkovo qui était venu nous parler de ça. Et donc, il nous a dit qu'il y avait déjà plus de 1000 entreprises, nouvelles entreprises, start-up, qui avaient fait leur apparition, donc, avec des innovateurs qui sont très dynamiques. Donc, c'est assez intéressant. Et enfin, les partenaires. Alors là, c'est des grosses entreprises internationales en général, leaders mondiaux dans leur spécialité, ou bien des entreprises russes qui ont bien réussi et qui sont bien établies, bien installées. Après agrément, elles peuvent solliciter des fonds pour réaliser leurs projets. Alors, 40 entreprises de ce type ont obtenu des financements. Donc, vous avez Cisco, IBM, Siemens, Schneider Electric, Reshetnev, ça c'est une compagnie... Reshetnev Company, c'est une compagnie russe, etc. Donc vous voyez, il y a, vous avez mentionné d'ailleurs d'autres encore partenaires internationaux de ce type. Voilà. Donc vous avez 3 niveaux là, de participation. Voilà. Donc ça marche très bien. Alors, participation, pardon, la suivante, s'il te plaît, voilà. Alors, par ailleurs, la cité accueille 2 universités et une école de management. Alors, il y a l'université ouverte de Skolkovo, qui est paradoxale parce qu'elle ne délivre aucun diplôme. Elle accueille les étudiants des autres universités moscovites en sciences ou en économie et gestion qui s'intéressent à l'innovation pour des cours, des stages en entreprise et des thèses. Donc en fait, elle prend les étudiants d'ailleurs et elle les forme à l'innovation. Hein, c'est ça, c'est finalement le but. Hein.
Ensuite, l'Institut Skolkovo des sciences et de technologies, là il s'agit de Skolkovo Tech, qui a été créé en octobre 2011 en collaboration avec le MIT. Le MIT américain participe à cette affaire. Donc là, ça c'est un centre technique, hein, je dirais technologique. Hein. Skolkovo Tech offre une formation scientifique, technologique et en ingénierie en appui à l'innovation. Au sein de Skolkovo Technique, il existe le Centre pour l'entrepreneuriat et l'innovation, qui travaille directement avec les industriels, les PME et les startups. Et enfin, l'école de management de Skolkovo, le Business School of Skolkovo, la plus grande école privée de management de Russie, fondée en 2006, elle fonctionne sur le principe du partenariat public-privé. Voilà. La suivante, s'il te plaît. Perspective et critique, donc j'en arrive là à la fin de mon exposé. La construction, donc c'est le dernier point que je développais, je vais parler justement maintenant un petit peu, je vais évoquer le problème de la corruption qui règne dans les hautes technologies. Construction des décollages de la technopolis Skolkovo a suscité de nombreuses critiques et provoqué différents scandales. Opacité et corruption dans la gestion des fonds publics, là il y a eu plusieurs scandales qui ont été révélés. Trop petit nombre d'emplois créés. Et les bénéfices générés par les entreprises résidentes sont bien en dessous des prévisions. On avait parlé de chiffres astronomiques, et pour l'instant, on est loin du compte. Hein. Et il en est de même pour les technoparcs et les zones d'économie spéciale. En fait, il y a 4 technoparcs qui fonctionnent correctement, vraiment bien, et les autres, je dirais que ça dépend des endroits, mais c'est très variable. Et dans les 3 ans, le niveau de corruption semble baisser dans les différents organismes engagés dans la R&D, ce qui est une bonne nouvelle. Donc, je vais vous montrer un petit peu là tout de suite les enquêtes qui ont été faites en Russie par les Russes eux-mêmes sur ce point. Donc, la suivante, voilà. Ça, c'est une analyse qui a été faite par une association russe qui s'appelle l'Association nationale de l'innovation et du développement des technologies de l'information, la NAIR. Et qui donne donc un tableau sur la corruption. Ici, vous avez donc les indicateurs. Là. A+, c'est donc un niveau de corruption très élevé, extrêmement élevé. A+, c'est très élevé. A, c'est élevé. B2+, c'est bien plus haut que la moyenne. B+, plus haut que la moyenne. B, le niveau moyen. Voilà. Donc, je passe sur les autres. Alors, vous voyez, donc là, vous avez un ensemble de chiffres. Vous avez donc, pas de chiffres, pardon, d'appréciation, hein. Et l'agence France Nano est classée A2+, donc très corrompue. Le ministère de développement économique aussi. Le ministère de l'éducation et de la science est un peu moins corrompu. Et la Fondation russe pour la recherche fondamentale l'est encore moins. Et Skolkovo, vous voyez, finalement, s'en tire pas si mal, hein, avec un B+. Et le fonds de soutien aux petites entreprises innovantes, en sciences et en technologie, qui s'appelle FACIE, c'est en B+, aussi. Donc, on va se dire, bon, là, on voit pas le... Partout. Comment? Si on considère votre tableau, il y a de la corruption partout. Ah oui, il y a de la corruption partout. Continuons, sur la suivante, s'il te plaît. Voilà. Alors là, vous avez donc le classement par année, cette fois-ci, et on remarque, alors là, on prend tout l'ensemble des entreprises qui sont liées à l'innovation, et on regarde sur 3 ans, et on voit que peu à peu, ça chute. Et là, donc, là, je n'ai pas les chiffres de 2012 et de 2013, malheureusement. Enfin, les chiffres postérieurs n'ont pas été donnés par cette association. Mais c'est vrai que eux, ce qu'ils disent, c'est que ça a tendance à baisser. Alors, il semble que le rapport, je dirais, la rentabilité comment dire, les gens qui fonctionnent dans un régime de corruption, c'est pas assez rapide, c'est pas assez efficace, hein, donc ils ne sont pas très contents d'avoir investi dans la recherche et le développement, donc ils sortent un peu de cet aspect-là, donc on retrouve une situation de plus en plus, je dirais, on est encore corrompu, mais un peu moins qu'avant, voilà. Donc on peut se dire que ça va plutôt mieux, donc voilà. Mais ça reste quand même encore fortement corrompu. La suivante, s'il te plaît, voilà, et donc ça c'est les éléments de conclusion. Donc depuis 2005, la Russie s'est donné des buts ambitieux, réalisables, mais à long terme, bien sûr, pour le développement de son économie et son évolution vers une économie diversifiée de transformation. Les réformes engagées, bonnes ou mauvaises, constituent en soi un progrès notable de la politique du gouvernement. Alors ça, surtout si vous regardez
la décennie des années 90, hein, en fait, on voit bien qu'il y a un changement complet, si vous voulez, de politique. Hein. Donc il faut quand même vous rendre compte que la Russie sort vraiment du trou, il n'y avait rien hein, avant. Donc là, les gens ont quand même pris conscience d'un vrai problème et ils ont fait des efforts. Donc le pouvoir, s'il parvient à préserver les savoirs hérités, à juguler la corruption qui règne encore dans le commerce lié à l'innovation technologique, à assurer la sécurité de la propriété intellectuelle, alors effectivement on peut espérer que le pays pourra voir son économie se diversifier et de ce fait jouer un rôle essentiel dans un monde multipolaire qui nous habite tous, bien entendu. Et malheureusement, je dirais qu'en ce moment, la crise actuelle ukrainienne et la chute des prix du pétrole font toutefois craindre une accélération de la crise économique en Russie, voire même en Europe d'ailleurs, avec une dégradation durable des relations de la Russie avec l'Occident. Donc ça, c'est sûr que, pour moi, si vous voulez, on est efficace en recherche et en développement quand on parle à tout le monde, au plus de monde possible. En fait, il faut vraiment un monde très international pour favoriser une recherche de très haute qualité. Si vous ne faites pas ça, vous travaillez dans votre coin, ça ne marche pas, vous n'êtes pas rentable, vous n'êtes pas efficace. Hein. Donc si vous voulez, je dirais que là, les crises actuelles sont quand même inquiétantes et on se demande si on pourra continuer à travailler encore avec les Russes sans de plus en plus avoir de difficultés. Donc c'est inquiétant, voilà. C'est un peu ma conclusion. Voilà. Merci pour vos attentions et posez toutes vos questions.